Bonsoir à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. J'espère que vous aussi. Nous allons poursuivre ensemble la lecture du temps retrouvé de Marcel Proust. Donc si vous n'avez pas suivi la première lecture, n'hésitez pas à aller la revoir sur le replay de l'émission. Alors, comme je vous l'ai dit dans ma précédente émission, cette lecture n'est pas un hasard, puisqu'elle fait écho à l'armistice dont nous souhaiterons le centenaire dans moins de 2 ans. Alors en effet, le 11 novembre 1918 était signé à 5h15 l'armistice marquant la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Elle marque aussi la victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne. Alors attention, il ne s'agit pas d'une capitulation à proprement parler. Il faut attendre 1919 pour que soit signé le traité de paix de Versailles qui met réellement fin à l'état de guerre. Alors, nous allons reprendre du coup notre lecture, puisque c'est ce qui nous intéresse. N'hésitez pas à réagir sur cette lecture à l'aide du hashtag VBM sur les pages Facebook et Twitter de l'émission. En attendant, je vous souhaite un très bon moment et une agréable lecture. Mais elle s'entendait volontiers sur eux, en tant qu'ils concernaient les autres, soit qu'elle y vit une sorte d'excuse indirecte pour Robert, soit que celui-ci, partagé comme son oncle entre un silence sévère à l'égard de ses sujets, et un besoin de s'épancher et de médire, lui instruite pour beaucoup. Entre tous, M. de Charlus n'était pas épargné. C'était sans doute que Robert, sans parler de Charlie à Gilberte, ne pouvait s'empêcher avec elle de lui répéter, sous une forme ou une autre, ce que le violoniste lui avait appris. Et il poursuivait son ancien bienfaiteur de sa haine. Ces conversations que Gilberte affectionnait me permirent de lui demander si, dans un genre parallèle, Albertine, dont c'est par elle que jadis j'avais la première fois entendu le nom, quand elles étaient amies de cour avec de ses goûts, Gilberte ne put me donner ce renseignement. Au reste, il y avait longtemps qu'il eût cessé d'offrir quelque intérêt pour moi. Mais je continuais à m'en enquérir machinalement, comme un vieillard, ayant perdu la mémoire, qui demande de temps à autre des nouvelles de ce fils qu'il a perdu. Ce qui est curieux, et ce sur quoi je ne peux m'étendre, c'est à quel point, vers cette époque-là, toutes les personnes qu'aimait Albertine, toutes celles qui auraient pu lui faire ce qu'elle aurait voulu, demandèrent, implorèrent, faire ce qu'elles auraient voulu, implorèrent, j'oserais dire, mendièrent, à défaut de mon amitié, quelques relations avec moi. Il n'y aurait plus eu besoin d'offrir de l'argent à Madame Bonpland pour qu'elle me renvoyât Albertine. Ce retour de la vie produisant, quand il ne servait plus à rien, m'attristait profondément. Non à cause d'Albertine, que j'eusse reçu, sans plaisir, si elle m'eût été ramenée, non plus de Touraine, mais de l'autre monde, mais à cause d'une jeune femme, et que j'aimais, et que je ne pouvais arriver à voir. Je me disais que si elle mourait, ou si je ne l'aimais plus, tous ceux qui eussent pu me rapprocher d'elle tomberaient à mes yeux. En attendant, j'essayais en vain d'agir sur eux, étant pas guérie par l'expérience qui aurait dû m'apprendre. Si elle apprenait jamais rien, qu'aimer est un mauvais sort, comme ceux qu'il y a dans les contes, contre quoi on ne peut rien jusqu'à l'enchantement est cessé. Justement, le livre que je tiens là parle de ces choses, me dit-elle. C'est un vieux Balzac que je pioche pour me mettre à hauteur de mes oncles. La fille aux yeux d'or,
Mais c'est absurde, invraisemblable, un beau cauchemar. D'ailleurs, une femme peut-être être surveillée ainsi par une autre femme, jamais par un homme. Vous vous trompez. J'ai connu une femme qu'un homme qui l'aimait était arrivé véritablement à séquestrer. Elle ne pouvait jamais voir personne et sortir seulement avec des serviteurs dévoués. Eh bien, cela devrait vous faire horreur, à vous qui êtes si bon. Justement, nous disons avec Robert que vous devriez vous marier. Votre femme vous guérirait et vous feriez son bonheur. Non parce que j'ai trop mauvais caractère. Quelle idée! Je vous assure. J'ai du reste été fiancée, mais je n'ai pas pu me décider à l'épouser. À cause de mon caractère indécis et tracassier. C'était en effet sous cette forme... C'était en effet sous cette forme trop simple que je jugeais mon aventure avec Albertine maintenant que je ne voyais plus cette aventure que du dehors. J'étais triste, en remontant dans ma chambre, de penser que je n'avais pas été une seule fois revoir l'église de Combray, qui semblait m'attendre au milieu des verdures, dans une fenêtre toute violacée. Je me disais, tant pis, ce sera pour une autre année, si je ne meurs pas d'ici là. Ne voyant pas d'autre obstacle que ma mort, et n'imaginant pas celle de l'église, qui me semblait devoir durer longtemps après ma mort, comme elle avait duré longtemps avant ma naissance. Un jour, pourtant, je parlais à Gilberte d'Albertine et lui demandais si celle-ci aimait les femmes. « Oh, pas du tout. Mais vous disiez autrefois qu'elle avait mauvais genre. J'ai dit cela, moi ? Vous devez vous tromper. En tout cas, si je l'ai dit, mais vous faites erreur. Je parlais au contraire d'amourette avec des jeunes gens. À cet âge-là, du reste, cela n'allait d'ailleurs probablement pas loin. Gilberte disait-elle cela pour me cacher qu'elle-même, selon ce qu'Albertine avait dit, aimait les femmes et avait fait à Albertine des propositions ? Ou bien, savait-elle que j'avais aimé, que j'avais été jaloux d'Albertine et s'imaginait-elle que je l'étais encore et me mentait-elle sous les yeux, par bonté, ce bandeau qu'on a toujours tout prêt pour les jaloux ? En tout cas, les paroles de Gilberte, depuis le mauvais genre, d'autrefois jusqu'au certificat de bonne vie et de mœurs d'aujourd'hui, suivaient une machine inverse des affirmations d'Albertine, qui avait fini presque par avouer de demi-rapport avec Gilberte. Albertine m'avait étonnée en cela, comme sur ce que m'avait dit André. Car pour toute cette petite bande, j'avais d'abord cru, avant de la connaître, à sa perversité. Je m'étais rendu compte de mes fausses suppositions, comme il arrive si souvent quand on trouve une honnête fille et presque ignorante des réalités de l'amour, depuis le milieu qu'on avait cru, à tort, le plus dépravé. Puis, j'avais refait le chemin, en sens contraire, reprenant pour vrai mes suppositions du début. Mais, peut-être, Albertine avait-elle voulu me dire cela pour avoir l'air plus expérimentée, qu'elle n'était pour m'éblouir à Paris du prestige de sa perversité, comme la première fois à Balbec, par celui de sa vertu. Et tout simplement, quand je lui avais parlé des femmes qui aimaient les femmes, pour ne pas avoir l'air de ne pas savoir ce que c'était, comme dans une conversation on prend un air entendu si on parle de Fourier ou de Tobolsk, encore qu'on ne sache pas ce que c'est. Elle avait peut-être vécu près de l'amie de mademoiselle Vinteuil et d'André, séparée par une cloison étanche d'elle qui croyait qu'elle n'en était pas, ne s'était renseignée ensuite, qu'afin de me complaire en se rendant capable de répondre à mes questions, jusqu'au jour où elle avait compris
qu'elles étaient inspirées par la jalousie et où elle avait fait machine arrière. À moins que ce fût Gilberte qui me mentit. L'idée même me vint que c'était pour avoir appris d'elle, au cours d'un flirt, qui l'aurait conduit dans le sens qui l'intéressait, qu'elle ne détestait pas les femmes, que Robert l'avait épousée, espérant des plaisirs qu'il n'avait pas dû trouver chez lui, puisqu'il les prenait ailleurs. Aucune de ces hypothèses n'était absurde, car chez les femmes comme la fille d'Odette ou les jeunes filles de la petite bande, il y a une telle diversité, un tel cumul de goûts alternants, si même ils ne sont pas simultanés, qu'elles passent aisément d'une liaison avec une femme à un grand amour avec un homme, si bien que définir le goût réel et dominant reste difficile. Je ne voulus pas emprunter à Gilberte sa fille aux yeux d'or, puisqu'elle la lisait. Mais elle me prêta pour lire avant de m'endormir, ce dernier soir que je passais chez elle avec un livre qui me produisit une impression assez vive et mêlée, qui d'ailleurs ne devrait pas être durable. C'était un volume du journal inédit des Goncourt. Et, quand avant d'éteindre ma bougie, je lus le passage que je transcris plus bas. Mon absence de disposition pour les lettres, pressenties jadis du côté de Guermantes, confirmée durant ce séjour, dont c'était le dernier soir, me parut quelque chose de moins regrettable, comme si la littérature ne révélait pas de vérité profonde. Et en même temps, il me semblait triste que la littérature ne fût pas ce que j'avais cru. D'autre part, moins regrettable me paraissait l'état maladif qui allait me confiner dans une maison de santé. Si les belles choses dont parlent les livres n'étaient pas plus belles que ce que j'avais vu. Mais par une contradiction bizarre, maintenant que ce livre en parlait, j'avais envie de les voir. Voici les pages que je lus jusqu'à ce que la fatigue me fermât les yeux. Avant-hier tombe ici, pour m'emmener dîner chez lui Verdurin, l'ancien critique de la revue, l'auteur de ce livre sur Whistler, ou vraiment le faire, le coloriage artiste de l'original américain, est souvent rendu avec une grande délicatesse par l'amoureux de tous les raffinements, de toutes les joliesses, de la chose peinte qu'est Verdurin. Et tandis que je m'habille pour le suivre, c'est de sa part tout un récit où il y a des moments comme l'épellement, apeuré d'une confession sur le renoncement à écrire, aussitôt après son mariage, avec la Madeleine de Fromentin. Renoncement qui serait dû à l'habitude de la morphine et aurait eu cet effet, au dire de Verdurin, que la plupart des habitués du salon de sa femme ne sauraient même pas que le mari a jamais écrit et lui parlerait de Charles Blanc, de Saint-Victor, de Saint-Beuve, de Burti, comme d'individus auxquels il le croit, lui, tout à fait inférieur. Voyons, vous, Goncourt, vous savez bien, et Gautier le savait aussi, que mes salons étaient autre chose que ces piteux maîtres d'autrefois, crus un chef-d'œuvre dans la famille de ma femme. Puis un crépuscule, où il y a près des tours du Trocadéro, comme le dernier allumement d'une lueur qui en fait des tours absolument pareilles aux tours enduites de gelée de groseille des anciens pâtissiers, la causerie continue dans la voiture qui doit nous conduire quai Conti, où est leur hôtel, que son possesseur prétend être l'ancien hôtel des ambassadeurs de Venise et d'où il y avait un fumoir dont Verdurin me parle comme dans d'une salle transportée, telle qu'elle, à la façon des Mille et une nuits, d'un célèbre palazzo, dont j'oublie le nom palazzo, à la margelle, du puits représentant un couronnement de la Vierge, que Verdurin soutient être absolument du plus beau, sans Sansovino, et qui servirait, pour leurs invités, à jeter la cendre de leurs cigares. Et ma foi, quand nous arrivons dans la glauque et le diffus,
d'un clair de lune vraisemblable, vraiment semblable à ceux dont la peinture classique abrite Venise, et sur lequel la coupole silhouettée de l'Institut fait penser à la Salute dans les tableaux de Guardi. J'ai un peu l'illusion d'être au bord du Grand Canal. Et l'illusion est entretenue par la construction de l'hôtel, où, du premier étage, on ne voit pas le quai et par le dire, évocateur du maître de maison, affirmant que le nom de la rue du Bac, du diable, si j'y avais jamais pensé, viendrait du bac sur lequel les religieuses d'autrefois, les Miramionnes, se rendaient aux offices de Notre-Dame. Tout un quartier où a flâné mon enfance quand ma tante de Courmont l'habitait et que je me prends à rêver en retrouvant, presque contigu à l'hôtel des Verdurins, l'enseigne du petit Dunkerque. Une des rares boutiques, suivant d'ailleurs que vignettée dans le crayonnage et les frottis de Gabriel de Saint-Aubin, où le XVIIIe siècle curieux venait asseoir ses moments d'oisiveté pour le marchandage des jolités françaises et étrangères, et tout ce que les arts produisent de plus nouveau, comme dit une facture de ce petit Dunkerque. Facture dont nous sommes seuls, je crois, Verdurin et moi, à posséder une épreuve et qui bien un volant de chef-d'œuvre de papier ornementé sur lequel le règne de Louis XV faisait ses comptes, avec son en-tête représentant une mer toute vagueuse, chargée de vaisseaux, une mer aux vagues ayant l'air d'une illustration dans l'édition des fermiers généraux. L'huître et les plaideurs. La maîtresse de la maison, qui va me placer à côté d'elle, me dit aimablement avoir fleuri sa table rien qu'avec des chrysanthèmes japonais. Mais des chrysanthèmes disposés en des vases qui seraient de rarissimes chefs-d'œuvre. L'un, entre autres, fait d'un bronze sur lequel des pétales en cuivre rougeâtre sembleraient être la vivante effeuillaison de la fleur. Il y a là Cottard, le docteur, sa femme, le sculpteur polonais Wiradobesky, Swann, le collectionneur, une grande dame russe. Une grande dame russe, une princesse au nom en off qui m'échappe, et Cottard me souffle à l'oreille que c'est en elle qui aurait tiré à bout portant sur l'archiduc Rodolphe. Et d'après qui j'aurais en Galicie et dans tout le nord de la Pologne une situation absolument exceptionnelle. Une jeune fille ne consentant jamais à promettre sa main sans savoir si son fiancé est un admirateur de la Faustin. Vous ne pouvez pas comprendre cela, vous autres occidentaux. Jette, en manière de conclusion, la princesse, qui me fait, ma foi, un effet d'une intelligence tout à fait supérieure, cette pénétration par un écrivain de l'intimité de la femme. Un homme, au menton et aux lèvres rasées, aux favoris de maître d'hôtel, débitant sur un ton de condescendance des plaisanteries de professeur de seconde, qui ferait avec les premiers de sa classe pour la Saint-Charlemagne, et c'est Brichot, l'universitaire. À mon nom prononcé par Verdurin, il n'a pas une parole qui connaisse nos livres, et c'est en quoi, en décourageant colère, éveillé par cette conspiration qu'organise contre nous la Sorbonne, apportant jusque dans l'aimable logis où je suis fêter la contradiction, l'hostile d'un silence voulu. Nous passons à table, et c'est alors un extraordinaire défilé d'assiettes qui sont toutes bonnement des chefs-d'œuvre de l'art, du porcelainier dont celui pendant un repas délicat, l'attention chatouillée d'un amateur écoute le plus complaisamment le bavardage artiste.
Des assiettes des Yongqing, à la couleur capucine de leur rebord, au bleu âtre et à l'effeuillé turgide de leur iris d'eau, à la traversée vraiment décoratoire par l'aurore d'un vol de martins pêcheurs et de grues, aurore ayant tout à fait ces tons matutinaux qu'entre-regardent quotidiennement boulevard Montmorency, mon réveil. Des assiettes de Saxe, plus mièvres dans les gracieux de leur fer, à l'endormement, à l'anémie de leur rose tournée au violet, au déchiquetage lit de vin d'une tulipe, au rococo d'un œillet ou d'un myosotis. Des assiettes de Sèvres, engrillagées par le fin guillochi, de leur cannelure blanche, verticillées d'or, ou que nous, sur l'aplat crémeux de la pâte, le galant relief d'un ruban d'or. Enfin, toute une argenterie où courent ces myrtes de Lucienne que reconnaît le Dubarry. Et ce qui peut être aussi rare, c'est la qualité vraiment tout à fait remarquable des choses qui sont servies là-dedans. À manger finement mijoté, tout un fricoté, comme les Parisiens, il faut dire, le bien haut, n'en ont jamais dans les plus grands dîners, et qui me rappellent certains cordons bleus de Jandeur. Même le foie gras n'a aucun rapport avec la fade mousse qu'on sert habituellement sous ce nom, et je ne sais pas beaucoup d'endroits où la simple salade de pommes de terre est faite ainsi de pommes de terre ayant la fermeté de boutons d'ivoire japonais. Le patiné de ces petites cuillères d'ivoire avec lesquelles les Chinoises versent l'eau sur le poisson qu'elles viennent de pêcher. Dans le verre de Venise que j'ai devant moi, une riche bijouterie de rouge émise par un extraordinaire Léoville, achetée à la vente de M. Montalivet. Et c'est un amusement pour l'imagination de l'œil, et aussi, je ne crains pas de le dire, pour l'imagination de ce qu'on appelait autrefois la gueule, de voir apporter une barbue qui n'a rien des barbues pas fraîches qu'on sert dans les tables les plus luxueuses, sur leur dos de leurs arêtes, une barbue qu'on sert non avec de la colle à pâte que prépare sous le nom de sauce blanche dans de chefs de grande maison, mais avec une véritable sauce blanche faite avec du beurre à 5 francs la livre, de voir apporter cette barbue dans un merveilleux plat ching-hong, traversé par les pourpres ravages d'un coucher de soleil sur une mer où passe la navigation drôlatique d'une bande de langoustes, aux pointillés grumuleux, si extraordinairement rendus qu'elles semblent avoir été moulées sur des carapaces vivantes. Plat dont le marli est fait de la pêche à la ligne par un petit chinois d'un poisson qui est un enchantement de nacreuse couleur par l'argentement azuré de son ventre. Comme je dis à Verdurin, le délicat plaisir que ce doit être pour lui que cette raffinée mangeaille dans cette collection, comme aucun prince n'en possède pas à l'heure actuelle derrière ses vitrines. On voit bien que vous ne le connaissez pas, me jette mélancolieusement la maîtresse de maison. Et elle me parle de son mari comme d'un original maniaque. Indifférent à toutes ces jolités, un maniaque, répète-t-elle. Oui, absolument cela. D'un maniaque qui aurait plutôt l'appétit d'une bouteille de cidre, bu dans la fraîcheur un peu encanaillée d'une femme normande. Et la charmante femme, à la parole vraiment amoureuse, ces colorations d'une contrée nous parlent avec un enthousiasme débordant de cette Normandie qu'ils ont habité. Une Normandie qui serait un immense parc anglais à la fragrance de ses hautes futaies, à la Laurence au velours cryptoméria, dans leur bordure porcelainée d'hortensia rose de ses pelouses naturelles, au chiffonnage des roses soufre dont la retombée sur une porte de paysan ou l'incrustation de 2 poiriers enlacés simule une enseigne tout à fait ornementale, fait penser à la libre retombée d'une branche fleurie dans le bronze d'une applique de gouttière.
Une Normandie qui serait absolument insoupçonnée des Parisiens en vacances et que protège la barrière de chacun de ses clos. Barrière que les Verdurins me confessent ne s'être pas fait faute de lever toutes. À la fin du jour, dans un éteignement sommeilleux de toutes les couleurs où la lumière ne serait plus donnée que par une mer presque caillée, avant le bleuâtre du petit lait. Mais non, rien de la mer que vous connaissez, proteste frénétiquement ma voisine en réponse à mon dire que Flaubert nous avait menés, mon frère et moi, à Trouville. Rien, absolument rien. Il rentrait à travers les vraies forêts en fleurs de tulle rose que faisaient les rhododendrons, tout à fait grisés par l'odeur des sardineries qui donnaient au mari d'abominables crises d'asthme. Oui, insiste-t-elle, c'est cela, de vraies crises d'asthme. Là-dessus, l'été suivant, il revenait, logeant toute une colonie d'artistes dans une admirable habitation moyenâgeuse que leur faisait un ancien cloître loué par eux, pour rien. Et ma foi, en entendant cette femme qui, en passant par tant de milieux vraiment distingués, a regardé pourtant dans sa parole un peu de la verdure de la parole d'une femme du peuple, une parole qui vous montre les choses avec la couleur que votre imagination y voit. L'eau me vient à la bouche de la vie qu'elle me confesse avoir menée là-bas. Chacun travaillant dans sa cellule et où, dans le salon si vaste qu'il possédait 2 cheminées, tout le monde venait avant déjeuner pour des causeries tout à fait supérieures, mêlées de petits jeux me faisant penser à celle qu'évoque ce chef-d'œuvre de Diderot, les lettres à Mademoiselle Voland. Puis, après le déjeuner, tout le monde sortait, même les jours de grain dans le coup de soleil. Le rayonnement d'une ondée lignant de son filtrage lumineux, les nodosités d'un magnifique départ de hêtre centenaire qui mettait devant la grille le beau végétal affectionné par le XVIIIe siècle et d'arbustes ayant pour boutons fleurissants dans la suspension de leurs rameaux des gouttes de pluie. On s'arrêtait pour écouter le délicat barbotti, énamouré de fraîcheur, d'un beauvreuil se baignant dans la mignonne baignoire minuscule de Nymphenburg, qu'est la corolle d'une rose blanche. Et comme je parle à Madame Verdurin des paysages et des fleurs de là-bas, délicatement pastillés par Élestir, mais c'est moi qui lui ai fait connaître tout cela, jette-t-elle avec un redressement colère de tête. Tout, vous entendez bien, tous les coins curieux, tous les motifs. Je le lui ai jeté à la face quand il nous a quittés, n'est-ce pas, Auguste? Tous les motifs qu'il a peints, les objets, il y a toujours connu cela, il faut être juste, il faut le reconnaître. Mais les fleurs, il n'en avait jamais vu. Il ne savait pas distinguer une athéa d'une pastrose. C'est moi qui lui ai appris à reconnaître. Vous n'allez pas me croire, à reconnaître le jasmin. Voilà, malheureusement, je dois arrêter ma lecture, mais je vous retrouve très vite dans la prochaine émission de Voyage au bout de la nuit. En attendant, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux à l'aide du hashtag VBN sur Facebook et sur Twitter. Je souhaite une très bonne nuit à ceux qui se couchent et une très bonne journée à ceux qui se lèvent.